RDC, à la croisée des chemins, l'ombre de Kabila, la chute de Mutamba, Uvira en alerte. Nous entrons au cœur d'un moment charnière pour la République démocratique du Congo, où la justice bouscule les habitudes, où l'Est brûle de nouveau sous les feux d'une guerre hybride, et où des voix s'élèvent, parfois discordantes, parfois courageuses, pour réclamer vérité, ordre et souveraineté. Si vous suivez la RDC depuis des années, accrochez-vous. Ce qui se joue maintenant n'est pas une parenthèse. C'est le début d'un chapitre qui peut soit consolider l'État, soit l'exposer à une fragmentation accélérée. Nous allons parler sans phare de la condamnation de Constant Mutamba, du retour médiatique de Joseph Kabila, des signaux inquiétants venus d'Uvira, des responsabilités du commandement, du rôle des Wazalendo et de cette tentation récurrente du dialogue miracle hors du pays. Rien de ce qui suit n'est gratuit. Chaque détail, chaque exemple, chaque avertissement s'imbrique dans l'autre pour offrir une lecture complète de l'instant congolais. Bonsoir à toutes et à tous. Commençons par la scène qui a sidéré Kinshasa, la condamnation de Constant Mutamba. Qu'on l'apprécie ou non, il y a une donnée politique et institutionnelle qu'il faut assumer. La justice a frappé haut, et elle a frappé vite. Ce verdict n'est pas qu'un dossier individuel. Il devient, par son retentissement, un test de crédibilité pour l'ensemble de l'appareil judiciaire. S'il s'agit d'un signal de rupture avec l'impunité, alors l'onde de choc doit s'étendre bien au-delà d'un seul nom. Si, au contraire, le temps révèle une justice à géométrie variable, sévère ici, aveugle ailleurs, le boomerang reviendra, violent, contre ceux qui pensent laver la République par un coup d'éclat isolé. Les Congolais l'ont compris. Ils n'applaudissent pas une chute, ils scrutent la cohérence d'un système. Car une justice qui s'attaque aux petits ou aux moyens et épargne le gros, détourne l'état de droit de sa vocation et achève de désenchanter le citoyen. La scène suivante, elle, touche au cœur de la mémoire collective. Joseph Kabila ressurgit, alors même que plane la revendication judiciaire de la peine capitale contre lui par des parties au procès et des procureurs. Le paradoxe est troublant. Celui qui fut l'ombre tutélaire de l'appareil pendant près de 2 décennies s'invite dans le débat, avec le vocabulaire des droits et des libertés, comme s'il s'adressait à un pays amnésique. C'est là que la politique congolaise devient un labyrinthe, entre mémoire et actualité, entre blessures non cicatrisées et recomposition d'alliances. Le risque est grand de voir renaître le scénario où l'ancien s'habille du costume du nouveau et où les responsabilités se diluent dans une mêlée de rhétorique. Or, les Congolais ne souffrent pas d'un déficit de mémoire. Ils souffrent d'un excès de promesses non tenues et de réformes interrompues. Dans ce contexte, le retour de Kabila n'est pas une anecdote. C'est un stress test pour l'éthique publique, pour la cohérence du récit national et pour la capacité des institutions à ne pas se laisser capturer par le bruit. Et pendant que Kinshasa regarde ses totems, l'Est, lui, ne regarde pas. Il se bat pour respirer. Uvira renvoie l'écho de Goma, de Bukavu, de Rutshuru. Uvira, c'est l'onde de choc qui prévient. Ne refaites pas les mêmes erreurs. Quand les Wazalendo disent « nous tenons, mais nous ne tiendrons pas seuls contre l'inertie », ils ne cherchent pas à humilier l'État, ils cherchent à le réveiller. Ils racontent des commandements devenus problématiques, des promotions incomprises, des signaux faibles ignorés jusqu'au jour où le front s'effondre. Le nom d'Évariste Mumbu revient comme un symptôme. Poste stratégique au Nord Kivu. Controverse sur des renseignements mal triés ou mal utilisés, unités envoyées au casse-pipe, officiers tombés dans des circonstances que la base ne s'explique pas. À cela s'ajoute le nom d'Olivier Gassita,
perçue par nombre d'acteurs de terrain comme le maillon d'une chaîne de décision où le renseignement s'aligne trop souvent avec la politique des couloirs et trop peu avec la réalité des collines. Ici, il faut ralentir le tempo, respirer et parler au pays comme à un ami qu'on veut sauver. L'armée congolaise n'est pas une armée de lâches. C'est une armée que des décennies de guerre par procuration, d'infiltration et d'économie parallèle ont abîmé. Dans l'appareil, les patriotes existent, parfois à des grades que la hiérarchie n'aime pas regarder. Les Wazalendo, eux, ne sont pas des anges. Ils sont des hommes qui ont refusé de fuir et qui se sont dressés là où l'État est arrivé trop tard ou mal. Les opposer mécaniquement, c'est une erreur fatale. Les amalgamer sans tri, c'est une autre erreur fatale. La vérité est plus exigeante. Bâtir une articulation organique entre commandement régalien et énergie populaire avec 3 garde-fous qui ne souffrent aucun compromis, un tri rigoureux des cadres, une logistique militaire à la hauteur et un renseignement qui arrête d'être une rente. Le tri des cadres, d'abord. Il y a, dans les récits venus d'Uvira, une phrase qui brûle. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Dire cela, ce n'est pas insulter l'uniforme. C'est demander qu'on arrête de le salir par des promotions automatiques, des recyclages sans reddition de comptes, des retours aux affaires après des défaites non expliquées. Une armée qui ne sanctionne pas ses échecs et ne récompense pas ses succès produits. Mécaniquement, la démotivation et la fuite. Or, la RDC n'a plus le luxe du temps. Chaque erreur de commandement à l'Est se traduit en villages brûlés, en marchés fermés, en rivières devenues frontières de guerre. Cette urgence impose une règle simple. Confier les secteurs clés à ceux qui ont prouvé, par des résultats tangibles, leur capacité à tenir, à anticiper et à protéger les civils. La logistique, ensuite. Les Wazalendo répètent qu'ils ne sont pas nourris, pas pris en charge, pas approvisionnés. S'ils mentent, il faut le démontrer et couper court à la confusion. S'ils disent de vrai, et les signes sur le terrain le suggèrent, alors la chaîne d'approvisionnement souffre de 2 maladies, la corruption et l'incompétence. Cela se guérit par des tableaux de bord publics, des audits trimestriels sur les flux de munitions, des rotations de responsables logistiques et surtout par un système d'incitation où le chef qui ravitaille reçoit plus d'honneur que celui qui parade. Une guerre se gagne avant d'être tirée, par la manière dont on ravitaille, dont on soigne, dont on relève les unités. Qui contrôle le carburant et les rations tient la clé de la durée. Enfin, le renseignement. Trop d'affaires à l'Est portent la marque de l'aveuglement volontaire ou de l'instrumentalisation. Prenez Béni. Les massacres y survivent à tous les communiqués. Posez-vous la question. Comment une zone hyper surveillée par des armées étrangères et par l'État congolais peut-elle produire une telle régularité dans l'horreur? La réponse n'est pas une phrase, c'est une architecture. Des acteurs qui jouent double jeu, des routes qui ne sont jamais vraiment coupées, des lacs qui servent de corridors, des deals qui achètent l'inaction de tel poste contre la protection de tel camion. Un renseignement digne de ce nom n'est pas celui qui accumule les notes. C'est celui qui ferme les routes, qui capture les capteurs de rente et qui protège les sources. Tant que les officiers qui parlent vrai seront punis plus vite que ceux qui négocient faux, la vérité circulera sous la table et la guerre continuera sur la table. Uvira n'est pas un caillou isolé dans la rivière. C'est une écluse. Laisser tomber Uvira, c'est ouvrir la vallée du Tanganyika, menacer Kalemi, tendre une main tremblante à Kindu et laisser planer une ombre sur Bujumbura. Ceux qui se souviennent de Rutshuru comprennent la géométrie. Avant la chute, il y a toujours des signaux.
des nominations qui étonnent, des retraits stratégiques qui se succèdent, des discours de reconfiguration qui masquent mal la panne d'initiative. Si la RDC veut écrire un autre scénario, l'initiative doit changer de camp. Et l'initiative, ce n'est pas seulement attaquer, c'est surprendre politiquement, désarticuler logistiquement et imposer aux voisins la peur du coup. Le Rwanda et l'Ouganda se nourrissent des cycles longs de la RDC. Plus Kinshasa tarde, plus Goma, Bukavu et désormais Uvira deviennent des théâtres de répétition. Il faut casser la routine. Et on ne casse pas la routine par des communiqués. On la casse par un commandement qui bouge plus vite que les rumeurs. Ce qui nous ramène à la présidence. Il y a, dans la bouche des acteurs de terrain, une injonction qui sonne comme une supplique. Que le chef prenne son bâton de commandement. C'est une phrase forte, car elle reconnaît à la fois la légitimité du président en tant que commandant suprême et la faillite des strates intermédiaires. Prendre le bâton ne veut pas dire micromanager les opérations. Cela signifie deux choses. D'une part, instaurer un système de reporting parallèle, capable de remonter des vérités brutes issues du terrain, et d'autre part, rendre visible, par des sanctions et des promotions, les conséquences de ces vérités. La présidence n'a pas besoin de doubler l'état-major, elle doit en être la conscience. Les patriotes de l'appareil attendent un signe. Que la République préfère l'efficacité à l'équilibre tribal, la loyauté au réseau, le résultat au récit. Au même moment, l'agenda politique s'emballe. Une conférence en Afrique du Sud, des invitations qui circulent, des opposants qui acceptent d'abord et déclinent ensuite, un parlement congolais suspecté de céder à la tentation des compromis sans cap. L'histoire semble vouloir rejouer les vieux disques. La RDC a essayé tous les formats de dialogue sous tutelle extérieure, et à chaque fois, le pays est revenu avec moins de souveraineté qu'il n'est parti. Ce n'est pas le dialogue en soi qui est toxique, c'est le dialogue sans vérité. S'il faut parler, parlons à Kinshasa, parlons à Goma, parlons à Bukavu, parlons à Uvira, et faisons venir, si nécessaire, des témoins internationaux. Mais ne déplaçons plus la scène hors du territoire. Ne déléguons plus aux voisins la dramaturgie de notre réconciliation. Les Congolais n'ont pas besoin d'une médiation de confort. Ils ont besoin d'une médiation de conséquences. Vérité, justice, sécurité, puis politique. Cette clarté manque aussi à l'opposition. Une opposition crédible dans un pays en guerre commence par un principe. Nous ne négocions jamais contre l'intérêt de la nation. Cela exige de la cohérence et du courage. Le peuple lit, compare et tranche. Qui a été en prison pour ses idées? Qui a tenu son cap quand les salons offraient le confort? Qui a refusé d'être l'ombre d'un autre? Les débats autour de Jean-Marc Kabund et de Martin Fayulu ne sont pas que des joutes d'ego. Ils renvoient à une obsession populaire. Trouver, enfin, un contre-pouvoir qui ne se décompose pas à la première invitation à l'hôtel. L'opposition qui gagnera la confiance n'est pas celle qui crie le plus fort, mais celle qui apporte un plan pour l'Est, un plan pour l'armée, un plan pour la justice, et qui s'y tient. Sans cela, les Congolais préféreront, par fatigue, l'imperfection du pouvoir en place à la confusion de la contestation. Revenons à Mutamba, car son dossier est plus structurant qu'il n'y paraît. Dans les cafés de Kinshasa, on entend une phrase « Si c'est un exemple, qu'on l'applique à tout le monde ». Cette phrase, c'est la clé. Une justice sélective fragilise l'État. Une justice impartiale le fonde. L'après Mutamba doit donc se lire à 3 niveaux.